L'invité du jour qui était ambassadeur de France en Russie, à Moscou, entre 2020 et 2024, au moment donc où la Russie a envahi l'Ukraine. Bonsoir Pierre Lévy. Bonsoir. Merci infiniment d'être avec nous ce soir. Vous allez nous raconter donc non seulement votre expérience d'ambassadeur de France en Russie au moment où la Russie traversait les frontières de l'Ukraine, et également votre appréciation sur la caractérisation de la menace russe, puisque c'est ce qui agite le débat, notamment le débat politique. J'accueille également Ulysse Gosset, bonsoir, éditorialiste politique international, qui va vous interroger avec moi. D'abord cette question donc, Pierre Lévy. Emmanuel Macron en fait-il trop quand on a été ambassadeur de France en Russie, qu'on a vécu ce que vous avez vécu, c'est-à-dire un régime qui met une pression importante sur des diplomates européens? Est-ce qu'on considère qu'il s'agit d'un élément excessif de dire que la Russie est une menace directe pour la France, ou est-ce qu'on considère que c'est la pure et simple vérité? Non, je crois que il y a une réelle menace. Il y a une réelle menace pour notre sécurité, pas forcément au sens où on pourrait avoir les chars dans quelque temps, les chars russes à Paris, mais il y a véritablement, et ça j'ai de multiples exemples, véritablement un projet de destruction de l'Europe, d'affaiblissement de nos démocraties. On parle beaucoup d'action hybride. C'est vraiment une réalité pour comprendre l'approche russe. Alors bien évidemment, ensuite, en fonction notamment des sensibilités politiques, certains peuvent avoir une vision assez différente et peuvent considérer que finalement tout ça est très loin, on peut coexister avec une Russie dangereuse, mais voilà. Et je crois que cette prise de conscience est tout à fait positive, je crois, pour mettre le pays en tension. Et en même temps, je crois qu'il faut bien calibrer le discours, parce que nous sommes dans une période où des décisions rapides sont nécessaires, des réactions sont nécessaires, et en même temps, il faut prendre le temps de réfléchir à une situation qui est quand même extrêmement complexe. À l'instant, le président de la République, recevant la présidente moldave à l'Élysée, a dit la chose suivante. Il a dénoncé, notamment concernant ce pays, la Moldavie, des tentatives russes de plus en plus désinhibées de déstabilisation. Ça, très concrètement, avec votre expérience d'ambassadeur qui a été pendant 4 ans à Moscou, ça veut dire quoi? C'est des déstabilisations par le biais de cyberattaques, par le biais d'ingérences étrangères dans des processus électoraux Mais, si vous le permettez, ce que je viens de voir là, la réception du président de la République, m'inspire une autre réflexion tirée de mon expérience personnelle. Parce qu'il se trouve qu'en 2003, j'étais en charge de la politique européenne de sécurité et de défense. Et donc j'ai travaillé sur la Transnistrie, vous savez, cette enclave dans laquelle il y a la 14e armée russe. Et à l'époque, on travaillait sur ce qu'on appelait le plan Cosaque, qui était un plan mis sur la table par les Russes. Or, il se trouve que Dmitri Kozak est toujours là. Il occupe un poste très important dans l'administration présidentielle et c'était le négociateur pour l'Ukraine. Alors, je cite cet exemple, je trouve, parce qu'il est très parlant. Ça montre la continuité, la mémoire russe, le temps qu'ils considèrent être de leur côté. Et donc, on a en face de nous maintenant quelqu'un qui a vécu, comme d'ailleurs la plupart des grands responsables russes, qui ont vécu les 20 ou 30 dernières années de crise, ce qui est, je crois, à la fois un avantage par rapport à nous, mais c'est aussi un désavantage parce que ce n'est pas nécessairement l'imagination au pouvoir. Juste avant de vous donner la parole, Ulysse Gosset, quand Emmanuel Macron parle de déstabilisation désinhibée, est-ce que, par exemple, là encore pour ceux qui nous regardent, il faut s'attendre à ce que la Russie continue d'essayer de perturber des processus électoraux, même en France? Ça a déjà été le cas. Disons peut-être de façon un peu moins assumée, un peu plus contournée dans les années à venir, pourquoi pas lors de la future élection présidentielle. Bien sûr, vous savez, tout ça a été très bien documenté et nous-mêmes, on a fait d'énormes progrès. Il y a cet organisme Viginum dont on parle maintenant, qui fait un très gros travail. Et puis pendant très longtemps, on avait des opérations que l'on arrivait à détecter, mais on ne les attribuait pas, contrairement à d'autres pays. D'abord pour ne pas dévoiler nos modes opératoires, mais dans certains cas, on les attribuait, et j'ai eu l'occasion d'accueillir des délégations de haut niveau à Paris, de haut niveau français à Moscou, et qui venaient voir des hauts responsables russes en matière de sécurité, et on leur disait, on sait ce que vous faites, ça ne va pas. Et je peux vous dire, on avait ce dialogue avec eux. Mais il est clair que... Qu'est-ce qu'ils vous répondaient dans ce cas-là? C'était, voilà...
C'est pas nous. c'est pas nous, Ouais. ou c'est pas mon service aussi Ouais, parfois. c'est celui d'à côté. Ouais. Il y a les services d'à côté, je suis Ouais. pas au courant, je vais voir. Mais en tous les cas, je crois que c'est très important et il faut bien voir qu'il y a toute une gradation. Vous vous souvenez de les étoiles de David, les mains rouges, c'est souvent du low cost, si j'ose dire. Et d'ailleurs, ça ne gêne pas les Russes de voir qu'ils sont démasqués parce que ça montre qu'il y a une pression. Et puis, ça peut aller beaucoup plus loin. Pour prendre un exemple, je veux pas effrayer les téléspectateurs, mais c'est pas uniquement intervenir sur des fichiers dans des hôpitaux. Ça peut être aussi mettre en péril tout un système de contrôle aérien, avec les conséquences terribles. Dans le Louise Gosset. contexte actuel de la négociation qui s'engage demain en Arabie Saoudite entre Américains et Ukrainiens, quelle est la marge de manœuvre de Zelensky? Vous qui connaissez les grands négociateurs russes, à commencer par Lavrov, le ministre des Affaires étrangères, qu'est-ce qui peut arriver et comment vous évaluez finalement la stratégie de Poutine dans cette négociation qui s'engage? Est-ce qu'il y a vraiment une négociation? Est-ce que les dés sont déjà jetés? Et est-ce que Poutine est déjà absolument gagnant de cette négociation? Il y a une chose qui me frappe, qui me sidère dans cette séquence extrêmement accélérée, hein, Ouais. depuis le 12 février, quand on a appris le premier coup de téléphone officiel entre le président Trump et le président Poutine, c'est que les Russes ne disent rien. C'est quand même très intéressant. Ils ne parlent pas. Vous avez vu, il y a tout ce qui se passe à la Maison-Blanche, les négociations à Riyad. Les Russes ne parlent pas. Parce que d'abord, il y a une succession de bonnes surprises. Le président Trump lâche absolument tout. Et donc, ça défie les lois élémentaires de la négociation. Et puis, deuxièmement, ils ont des positions très, très dures, que je peux rappeler très brièvement, parce que j'emploie souvent cette image du conflit matrioshka. Il y a l'Ukraine, d'abord la plus petite poupée, mais l'Ukraine, c'est pas uniquement un problème territorial, ils veulent casser sa souveraineté. Ils veulent la démilitariser. Deuxièmement, vous avez la poupée intermédiaire, c'est la lutte contre les États-Unis, l'Union européenne et l'OTAN. Et là, véritablement, ils ont un projet totalement révisionniste par rapport à la configuration européenne. On n'en parle pas, mais ils ont mis sur la table un projet de traité en décembre 2021 qui vise en fait à faire revenir l'OTAN à ses frontières avant 1997. Donc tout ça est sur la table et le porte-parole au Kremlin, Dmitri Peskov, parle de régler les causes profondes du conflit. Et puis, troisièmement, la troisième grande et dernière poupée, c'est l'ordre du monde, un ordre multipolaire, des sphères d'influence. Et vous nous laissez faire ce que nous avons à faire dans notre espace. Et nous terminons ainsi. Donc, vous voyez, la négociation est beaucoup plus compliquée que la question du cessez-le-feu. Et c'est cet ordre révisionniste dont vous parliez, Pierre Lévy. Et là encore, ça éclire la question que pose Ulysse, de votre connaissance fine de la Russie. Et je voudrais là encore que vous expliquiez à ceux qui nous regardent ce soir ce que veut dire être ambassadeur de France en Russie, à Moscou, dans un moment aussi aigu qu'au moment où la Russie envahit l'Ukraine. Qu'est-ce que vous avez vécu? Est-ce que vous avez été harcelé par les autorités russes? Moi, il y a ce chiffre qui m'a frappé. Vous avez été convoqué par les autorités entre 15 et 20 fois. Est-ce que vous vous êtes senti en danger? J'ai éprouvé des sentiments très partagés, en fait. D'abord, c'est un très beau poste, hein, donc c'était un honneur que de servir la France à Moscou. Sentiments partagés parce que d'un côté, c'est la guerre, une guerre inutile, hein. Moi, je pense qu'ils pouvaient atteindre certains de leurs objectifs sans en arriver là. Une guerre qui se déroule pas exactement comme prévu par le Kremlin, des coopérations qui sont arrêtées. Enfin, c'est un pays que j'aime beaucoup, hein. J'ai beaucoup d'amis russes. Donc d'un côté, énorme tristesse devant ce gâchis, et de l'autre côté, une très grande satisfaction, je dois l'avouer, et même parfois du plaisir, parce que je faisais mon métier dans des circonstances extrêmes. Vous voyez, paix ou guerre entre les nations. Moi, j'ai toujours considéré que quand on est diplomate, la paix est mon métier. Alors tout ça est un immense échec de la diplomatie en général. Vous étiez en danger ou pas? Alors, quand on vient de voir ces images de ces convocations des autorités russes, elles sont quand même 15 à 20 fois, c'est quasiment une forme de harcèlement. Oui, c'est une forme de harcèlement et
Dans certains cas, dans la plupart des cas, la convocation n'était pas justifiée. C'était une mise en scène, vous voyez, avec la presse à l'arrivée, le communiqué déjà écrit. C'était extrêmement désagréable, mais extrêmement désagréable parce qu'on n'avait pas de dialogue. Vous voyez, pas de vrai dialogue sur la substance pour trouver des solutions et les offrir à nos autorités. Est-ce que la pression... Quand j'ai été harcelé, et comme mes collaborateurs d'ailleurs, c'était pas le Russe de base, la population. J'ai pas senti de mouvement d'hostilité, mais tout ça a été organisé par les services. Pareil quoi, les services secrets russes qui, oui, bien sûr. Des appels malveillants, on vous suivait dans la rue. C'est même plus la peine de suivre quelqu'un dans la rue avec les systèmes de caméras et puis les portables. Mais j'avais des collaborateurs aussi qui étaient harcelés. C'est une ambiance très très lourde. Et qu'est-ce qui s'est-il passé le jour de l'invasion, en fait la nuit de l'invasion? Comment vous l'avez appris et comment vous avez réagi avec votre équipe à Moscou? Alors, il se trouve que nous étions, bien sûr, nous étions en alerte depuis longtemps. Et vous vous souvenez sans doute de la séquence des dizaines de jours précédents. Il y a eu des afflux de réfugiés qui ont quitté le Donbass. On avait le sentiment que tout ça était totalement mis en scène. Il y a eu le 22 février la reconnaissance des deux républiques. Et puis, la veille, une intervention de Peskov, le porte-parole du Kremlin, à 23h. Ça sentait très mauvais. Moi, je l'avais dit à mes troupes. Et puis, il se trouve tout simplement que voilà, je dormais et un gendarme est arrivé dans ma chambre, m'a secoué, m'a dit Elisabeth Behrens, qui était ma conseillère de presse et de communication, qui suivait ça de très près, comme toute l'équipe, réduite, parce que nous avions eu beaucoup d'expulsions. Vous savez ce qu'on appelle les PNG, j'avais perdu plus de 40 personnes. Oui. Et à ce moment-là, ça a embrayé, j'ai regardé les chaînes d'information françaises TV, évidemment. Et russes. Et puis, je me suis branché sur ma machine, la messagerie, la messagerie cryptée, et j'ai vu les messages de mon collègue à Kiev qui nous disait nous sommes bombardés. Et voilà, et puis nous, après, on a embrayé dans l'action. Est-ce que vous pensez, monsieur l'ambassadeur, que Poutine n'a pas renoncé à contrôler l'Ukraine et à déloger Zelensky de son poste de président à Kiev? Mais certainement pas. Je suis absolument convaincu. Et c'était d'ailleurs le discours que me tenaient tous mes interlocuteurs russes. Les objectifs n'ont pas changé. Les objectifs initiaux n'ont pas changé. Alors je leur demandais, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ah, les objectifs n'ont pas changé. Moi, je pense que il a ce projet qui peut ensuite se traduire de différentes façons. Ça peut être un gouvernement fantoche à Kiev, ou bien l'ultra-droite, des nationalistes, mais en tous les cas, l'Ukraine, pour lui, j'entre pas dans un débat historique, pour lui c'est une part de la Russie, c'est trop proche, c'est un pays, c'est inacceptable pour lui de lâcher prise. Et vous avez dit pression, tension, intimidation, mais vous êtes quand même allé sur la tombe de Navalny. Là, ça va être extrêmement tendu. Et vous y êtes allé avec un collègue allemand, je crois, européen. Comment ça s'est passé? Et il faut un certain courage pour tenir face à cette intimidation. C'est la position de la France que vous représentez là. C'est-à-dire que la grosse difficulté, nous avons proposé à nos capitales d'y aller, il n'y a pas eu la moindre hésitation, mais ensuite, la difficulté tenait au fait que, y compris la veille et le matin même, on ne savait pas comment ça allait se passer, s'il y avait une émeute ou je ne voulais pas être pris dans un mouvement de foule, pas tant pour ma sécurité que parce qu'après, je peux être expulsé. Et donc, c'était une ambiance très, très lourde. Et puis, ça a pris toute la journée. Avec les forces de l'ordre, enfin tout ça était plutôt bien contrôlé. Et puis j'ai eu la chance, si j'ose dire, de pouvoir dire quelques mots à la mère de Navalny au cimetière. Merci infiniment, Pierre Lévy, monsieur l'ambassadeur, d'être venu nous voir. C'est éclairant, voilà, ce ça regard. Ça vous a rappelé la guerre froide? Ce qui m'a aussi beaucoup ému, c'est d'être dans la maison des syndicats et de passer devant le cercueil de Gorbatchev. Voilà. C'est aussi l'histoire.